Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief hebdomadaire de la journée de ce week-end qui était donc la 5e journée de MLS. On a eu ce week-end 6 victoires à domicile, 4 matchs nuls et 4 équipes se sont imposées à l'extérieur. 38 buts dans cette journée, mine de rien, on avait un match de moins puisque New England et l'Inter Miami ne jouaient pas dans 14 matchs, ce qui nous donne une moyenne de 2,7 buts par match, un seul 0-0. Et donc allons-y tout de suite pour le débrief des matchs de cette journée. Le premier match qui nous a été donné de voir ce week-end, c'était Cincinnati qui recevait Atlanta. Alors comme je vous l'avais dit vendredi, Atlanta était décimé par les joueurs en sélection, Cincinnati était un peu plus épargné, mais au final on a eu droit à un match assez équilibré, une grosse occasion de chaque côté dans le premier quart d'heure en première mi-temps, contre une barre d'Atlanta et un arrêt réflexe de Guzan sur un coup franc de Evander. Atlanta a dominé jusqu'à ouvrir le score et ensuite ils se sont mis à reculer assez étrangement. Et puis écoutez, un DP du nom de Evander est rentré en action. Si on vous demande ce que c'est un DP, vous leur dites de regarder le match d'Evander parce que c'est tout ce qu'on attend d'un joueur comme ça en DP. Cincinnati a eu 0,7 de XG et Atlanta 2, Atlanta, mine de rien, c'est une très bonne surprise parce que vu les joueurs qui étaient absents, et bien ils ont répondu présent, ils sont bien entrés dans leur match. Miranchuk a été bon. Il n'y a pas eu Almiron qui lui a marché dessus dans sa zone, vous savez, à repiquer dans l'axe. Donc vraiment, je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher de la part du coach entre Almiron et Miranchuk, parce que quand les deux sont là, ça ne va pas du tout. Et quand il y en a qu'un, comme hier, c'était nickel. Franchement, Miranchuk a été à la baguette. Pas exceptionnel non plus, mais en tout cas un bon Atlanta. Le meilleur joueur d'Atlanta, ça a été Saba Lobianidze qui est impliqué sur les 2 buts. Il fait un super match. Emmanuel Latlas est encore buteur, vraiment ultra efficace, 4e but cette saison. Muyumba qui avait fait un très très bon début de match, qui a failli marquer au bout de 34 minutes sur une tête, qui a dû céder sa place 5 minutes après, donc juste avant la mi-temps. Donc c'est un gros coup dur aussi d'avoir perdu Muyumba au milieu, qui a un abattage assez impressionnant. Et Atlanta, comme je le disais, a fini par craquer en deuxième mi-temps, puisque Evander, jusqu'à le début de deuxième mi-temps, avait fait briller Guzan, qui a encore été excellent hier. Et ensuite, il a illuminé le jeu, il marque un but sur coup franc dévié qui, pour tromper Guzan, il a fallu un coup franc dévié sur une erreur un peu bête de Edwards qui tacle en plein axe, donc un coup franc à l'entrée de surface, et puis Evander se fait pas prier, alors elle est déviée et ça fait but. Mais voilà, donc pour ce match, le match nul pour moi est mérité. Atlanta, s'ils avaient perdu, alors c'est assez relatif parce que la première mi-temps est quand même à mettre au crédit d'Atlanta. Donc c'est vrai que si vous avez vu que la deuxième mi-temps et principalement les 30 dernières minutes, vous vous dites ouais Atlanta ils ont été nuls, alors que non, Atlanta a fait 60 bonnes minutes et a su ne pas lâcher et égaliser en toute fin de match. Le second match qu'on a pu voir, et ça s'est terminé sur le score de 2-2 également, c'était Minnesota qui recevait LA Galaxy. 3,14 de XG pour Minnesota et 0,82 pour LA Galaxy. Bon, Minnesota clairement méritait de gagner sur ce match, mais ils ont tellement mal joué les coups. Ils ont même eu un penalty qui, selon moi, est vraiment cadeau. C'est Rosales qui frappe, un peu excentré la balle. Si on voit le ralenti, elle part clairement dans les tribunes. Elle est touchée de la main par un défenseur de LA et ça fait penalty. En tout cas, on a eu l'inévitable Yeboah qui a encore marqué un doublé. Le premier sur une erreur assez dingue de John McCarthy qui était encore de retour dans les buts, donc ça se confirmait son poste de numéro 1. Mais il a fait un truc assez fou, un centre un peu anodin, deuxième poteau, qui rebondit, je sais pas, il veut la gober et la repousser à la fois, ça finit sur Yeboah qui se fait pas prier pour la mettre. Mais sinon, il s'est vraiment bien rattrapé. McCarthy, là, on voit qu'il rassure quand même derrière, avec un super face-à-face sorti à Longwané en 76e, des beaux arrêts, et il fait vraiment du bien dans le but. Donc pour en finir sur Minnesota, on a Hatsani Dodson qui est sorti blessé à la 40e minute, donc à surveiller. Et comme je le disais, ils ont eu beaucoup de situations, mais qu'ils ont très très mal géré en fait. Ils avaient souvent des supériorités numériques,
mais au lieu de décaler le collègue, ça jouait pour sa gueule hier, car il n'y avait pas d'autre mot, les attaquants ont joué pour leur gueule, et puis bah, au final, ça ne paye pas. Du côté du Galaxy, bon, les choses qui rassurent, c'est que Ramirez a encore marqué, donc enchaîne. Après, dans le jeu, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, ça dépend beaucoup de Gabriel Peck et de ses exploits, de ses dribbles. Fagundes, un peu décevant, mais bon, Pencil devrait être de retour la semaine prochaine. En tout cas, à l'entraînement, comme nous a dit Greg Vanney. Donc, je pense que cette équipe des Galaxy, mine de rien, monte en puissance depuis 2-3 semaines. Là, ils arrivent à aller accrocher un match nul à Minnesota, qui est une équipe jamais facile à jouer. Mais en tout cas, le Galaxy, je pense que quand ils vont retrouver quelques forces offensives, même au milieu, ça va être plus intéressant. Les matchs de la nuit. Alors, le premier, sur lequel j'ai pas forcément regardé parce que je les voyais ultra favoris, et ça s'est bien confirmé, c'est Charlotte qui recevait San José et qui les a laminés 4-1. Alors, j'ai regardé le résumé et un petit peu des bouts de match. Et c'est vrai qu'il faut dire que le score est lourd, mais il peut prendre une toute autre tournure si Kalinja ne sort pas son énorme arrêt à la 5e minute devant Arango. C'est San José qui bascule à 1-0. Mine de rien, Charlotte a 2,83 de XG et San José a 2,68. Mais Charlotte, c'est assez impressionnant hein, en transition rapide. C'est un vrai rouleau compresseur à domicile. Ils sont quand même injouables. Après, leur défense n'a pas rassuré cette fois-ci. Malanda a été en difficulté. Privette prend son carton rouge. Et heureusement qu'on a vraiment eu un grand Kalinja qui confirme une fois de plus qu'il est le meilleur gardien depuis maintenant la saison dernière en MLS. Et un joueur qui a été assez incroyable, c'est Pep Bill. Donc on le sait, hein, il est en prêt Pep Bill et qu'il a l'opportunité éventuellement de négocier un statut d'IP à la fin de son prêt. Et hier, il a été vraiment incroyable. Enfin, même Dean Smith en conférence de presse a dit qu'il avait promené un peu comme un toutou son défenseur central pendant le match. Donc avec Darwin Vargas dont je vous parlais qui pouvait s'illustrer, c'est illustré. Donc non, cette équipe de Charlotte a vraiment une belle équipe. Et San José, bon bah c'est une équipe comme je le dis depuis quelques semaines, qui est trop déséquilibrée, trop offensive. Ils se sont fait transpercer. Vous regarderez tous les buts de Charlotte, c'est à chaque fois des transitions rapides où les joueurs de Charlotte se présentent en 4 contre 3, en 3 contre 2, 4 contre 4, enfin voilà, où il y a péril dans la demeure. Et puis, bah, mine de rien, ils ont quand même à espérer les exploits de Daniel pour limiter la casse. Donc, San José, euh, c'est c'est une équipe qui est assez frustrante. Il y a du nom sur le papier, mais qui ça prend pas forcément pour le moment la mayonnaise. Et c'est une équipe qui est un peu décevante. Mais bon, ils sont encore dans le coup. Et ils se présentaient mine de rien face à la meilleure équipe actuelle de MLS selon moi. On avait dans le même temps le match que j'ai regardé. Et alors là, déception, Columbus qui recevait NYCFC. Columbus 1,33 de XG et New York 0,16. New York, j'ai rien à en dire. À part merci monsieur Matt Freeze, leur gardien, il n'y avait rien, ils sont clairement venus là pour prendre leur point du nul, ils l'ont fait. Et franchement, j'ai même pas en tête une occasion de New York, une situation dangereuse, donc on va pas forcément s'intéresser à eux. Freeze a été bon, Thiago Martins aussi, enfin leur défense a tenu comme elle a pu. Je suis déçu de Columbus parce que ils ont quand même beaucoup d'occasions, beaucoup de déchets, donc je le répète, de toute façon, tant qu'ils n'auront pas un numéro 9, un tueur devant, ça va être difficile. Parce que Rossi est l'élément clé. Il a les occasions, il a buté sur la défense, il donne des bons ballons. Mais c'est pas, on le voit, c'est pas un finisseur comme il y avait Cucho, comme peut y avoir Ramirez. Donc il manque un finisseur. Même si Russell Rowe marque, Aziel Jackson a été très intéressant, même si je le trouve un peu individualiste à certains moments. Chambaud a été bon au milieu avec beaucoup d'activité. En fait, ils ont fait une deuxième mi-temps avec un énorme pressing qui a totalement étouffé New York. Donc leurs principes de jeu sont là. Je pense que maintenant, voilà, ce qu'il va falloir retrouver cet été ou d'ici le mois de mercato qui reste, c'est un attaquant et un tueur. Il n'y a pas énormément de choses à rajouter sur ce match, si ce n'est que Columbus méritait de gagner, mais n'a pas trouvé la faille. L'autre match que j'ai regardé en duplex de Columbus en même temps, c'était les Red Bull New York qui recevaient Toronto et qui se sont imposés 2-1. Donc on a eu une première mi-temps assez équilibrée, peu d'occasions de part et d'autre. Et c'était un peu chiant même à regarder, je vous avoue. Alors au final, on a les Red Bull New York qui ont un 89 de XG et Toronto 0,3. Insigne était titulaire du côté de Toronto. Leur coach a dit que de toute façon, il avait fait en sorte de mettre la meilleure équipe possible sur le papier. Il apporte quand même une petite touche technique. Hein. C'est quand même différent quand il est là ou quand il n'est pas là. Parce que vu le nombre de pertes de balles, de déchets techniques dans les zones dangereuses des joueurs de Toronto, c'est assez dramatique. Ils ont mis un beau but, Etienne Junior qui met un super centre pour Kerr. Ça les a relancés à un partout, un peu sorti de nulle part sur une transition rapide en 2 contre 4.
Et Sean Johnson est un excellent gardien, et le prouve depuis plusieurs matchs, puisqu'il sort des arrêts assez incroyables. Mais bon, au bout d'un moment, il peut pas tout sortir. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu un grand Forsberg hier. C'est clairement celui qui a éclairé le jeu, orienté. C'était un match à sens unique, clairement, hormis le but de Toronto. La note aurait pu être salée s'ils avaient vraiment pu être plus efficaces. Et moi, je me pose la question de Choupo-Moting, que l'on ne voit presque pas en fait. Donc c'est quand même assez décevant, Choupo. Enfin, hier, c'est un peu comme le match d'avant New York. J'ai pas d'image où Choupo est en possibilité de faire but ou d'être dangereux, à l'inverse d'un Benteke, d'un joueur un peu dans le style comme ça, athlétique. On le voit pas beaucoup, donc écoutez, ils se sont reposés sur Forsberg, qui a fait la différence, qui a fait ce qu'on attend d'un DP. À noter l'expulsion de Carvalho dans la même minute, dans les arrêts de jeu de la fin du match. Un peu débile ce carton rouge, je pense qu'il était évitable. Une discussion avec l'arbitre, peut-être qu'il l'a insulté. On aura plus de nouvelles, en tout cas, dans les semaines à venir. Un autre match, c'était Orlando qui recevait DC. Donc, comme je l'avais indiqué, hein, ça allait être un match ouvert vu que DC ne sait pas fermer le jeu. Et voilà, ils en ont pris 4. Alors, 2,47 de XG pour Orlando qui retrouve son efficacité. DC 1,18. Alors, comme on dit, DC a toujours du mal à se déplacer. Ils ferment pas le jeu. Leur gardien Kim Jong-un a été excellent malgré les 4 buts encaissés. Franchement, j'ai regardé le résumé. Il peut rien sur les 4 buts. Benteke, encore important, il gagne un duel et ce qui amène dans la surface, qui amène un but pour le décalage. Mais hormis ça, c'est une équipe qui a été surclassée. Orlando, c'est une grosse armada devant, ça va dans tous les sens de ce que j'ai vu. Le danger vient de tout le monde et on a retrouvé un très bon Luis Muriel hier. Il l'avait dit, hein, de toute façon, cet été, comme quoi il avait eu du mal en arrivant l'été dernier, qu'il n'était pas dans le mood, pas de finir une saison en Italie, et c'est compliqué toujours de se remettre dedans. Donc voilà, hier, Muriel a été bon et buteur. Et on a eu le banger, je vous en avais parlé quand il avait signé de la part de Pasalic. Je vous avais dit que c'était un joueur où j'avais vu quelques compiles et qu'il avait un pied gauche, il allumait des pétards. Et hier, je vous invite à aller le voir parce qu'on est, je pense, pas loin d'être sur le but de la semaine du week-end. Il a allumé une frappe pied gauche dans la lucarne assez incroyable. Il y avait un autre match qui se jouait en même temps, c'était Philadelphie qui recevait Saint-Louis et qui s'est imposé 1-0. Philadelphie 1,47 de XG, Saint-Louis 0,18 de XG. J'ai regardé un petit peu des bouts de match et le résumé, et Saint-Louis, je m'inquiète puisqu'il n'y a encore rien eu. L'ON va être suspendu puisqu'il prend 2 jaunes bêtes en 10 minutes. Et surtout que le Olof Mellberg a dit quand il prend son deuxième jaune, qu'il l'exclut. L'arrêt de jeu suivant, il le sortait, le changement était prêt. Donc franchement, Saint-Louis, ça reste une équipe qui est solide. Mais avec les joueurs qu'ils ont, ils sont peu dangereux. Alors oui, ils en ont mis 3 contre les Galaxies. Mais c'est décevant, je trouve, cette équipe. À l'inverse, Philadelphie a retrouvé son efficacité, même avec des absents, une équipe décimée. Et ils ont marqué très rapidement sur un corner de Kai Wagner pour la tête de la nouvelle recrue qui faisait son premier match, Glavinovic, le défenseur central. J'ai vu que Damiani et Lukic ont été encore une fois intéressants. Et voilà, c'est une victoire autoritaire et méritée. On retrouve vraiment le Philly très solide qu'on avait dans les années précédentes, hormis la saison passée à domicile, et qui s'impose 1-0 avec le clean sheet. On arrive à Montréal qui se déplaçait sur la pelouse de Nashville, match que j'ai regardé alors presque jusqu'au bout, puisqu'à 2-0, clairement, j'ai switché. Alors, Nashville 2,09 de XG, Montréal 0,4. J'ai pas envie de me répéter en fait toutes les semaines sur Montréal. C'est une équipe qui est faible sur le papier, qui mine de rien vient de faire 4 matchs de suite sans marquer. Moi, ce que je retiens, c'est que Campbell est solide derrière, mais dès qu'il a un trou, ça fait but. Semaine dernière, il a un trou sur Benteke. Vous savez, le but refusé où Benteke se l'emmène de la main. Il perd ce duel-là, ça amène but. Et hier, le duel qu'il perd, c'est le duel de la déviation où Surridge, il a un petit temps d'avance, il fait une aile de pigeon, il dévie, ça amène au but. En fait, c'est dommage Campbell parce qu'il fait des bons matchs, mais il perd un duel et ça amène but dans sa zone ou dans son dos, donc c'est quand même dommage. Alors après, les autres hier sont pas irréprochables autour, hein. Franchement, Campbell, Gugoblo, pour moi, c'est les mieux derrière. Le reste, ça fait très peur. Même Nathan Saliba, j'en attends beaucoup plus. On va me dire il est esselé, mais bon, c'est compliqué. Prince Owuzu qui est très critiqué. Moi, écoutez, je trouve que c'est un joueur, il fait ce qu'il peut avec ses armes. On sait que c'est pas un top player, mais en tout cas, il permet au bloc de remonter, de caler les ballons, d'obtenir des fautes. Et c'est un joueur qui, mine de rien, est intéressant en l'état actuel, bien sûr, parce que c'est sûr que si tu veux
espérer gagner les matchs, il faudra un tueur devant. Et puis Vrioni, on ne sait pas trop quand il va revenir pour le moment. En tout cas, l'homme du match hier, c'était les Lumières. Alors j'ai jamais vu ça, un scandale que le match n'ait pas été arrêté en première mi-temps. Les Lumières qui faisaient que de sauter, le terrain était dans le noir un moment. L'action se finit, ça fait but. Comment ça se passe si jamais c'est pas sifflé avant? L'arbitre il fait quoi? Real, moi en tout cas pour en revenir au match, me frustre, c'est que c'est une équipe, il y a des matchs comme la semaine dernière, elle te montre des belles choses, tu dis ah c'est pas mal et tout, et puis la semaine suivante c'est une bouillie de football. Bon, c'est quand même un peu pénible de voir que cette équipe a du mal, hein. On sait en tant que Français, quand on suit les collègues francophones de Montréal, c'est un peu chiant parce que c'est des gens passionnés qui, en plus, là, je lis pas mal de fois sur X, qui ils remettent en question l'envie d'aller au stade. Alors que c'est tout le temps le stade plein, enfin voilà, c'est quand même dommage. Mais en tout cas, leur adversaire était hier de qualité. Nashville, on avait Brugman qui était titulaire pour la première fois. Kazem, dont je vous parlais vendredi, a finalement été absent au dernier moment à cause d'une gastro-entérite. Et le jeune Pérez qui a joué à sa place a été très bon et buteur. Donc le volume au milieu, Taxet, Brugman, là ce que ça abat, c'est assez impressionnant. À la 9e minute, Montréal peut ouvrir le score, puisque Willis fait une énorme bourde face à Owuzu et est pas loin de la mettre dans son but. Et il faut que Maher la sauve sur sa ligne. Mais sinon, ouais, c'est une équipe qui tourne bien. Surridge, dont je suis pas fan hier, a été bon. Mouktar, qui n'a pas été comme buteur hier, a été décisif puisqu'il tire un premier corner dévié par Zimmerman qui fait but. Et il décale un but pour Pérez sur le troisième. Donc voilà, Mouktar, mine de rien, même si lui il ne marque pas, il participe au but. Il est dans le game. Et puis je vais finir sur un point, c'est Sirois. Sirois, la semaine dernière, il est impeccable. La semaine d'avant, il n'est pas irréprochable. La semaine d'avant, il coûte un but. Et hier, il coûte un but. Franchement, tu peux pas prendre le troisième but comme ça, complètement excentré, c'est pas normal. Donc moi, je vous le dis, Sirois, ok, les supporters de Montréal, vous me dites, je suis parfois dur avec lui, mais il coûte trop souvent des buts. Il coûte trop souvent des buts. Il y a un abonné qui a mis un commentaire, c'est exactement ça. Soit t'as Neuer dans les buts, soit t'as un U12. Alors peut-être pas un U12, mais soit t'as un mec incroyable qui va te faire des arrêts fous, qui va comme la semaine dernière empêcher 1,7 but, ou soit t'as le Sirois d'hier qui fait ce qu'il a à faire, et puis quand il a une frappe, ça lui passe entre les mains, il est un peu court alors qu'il doit l'avoir. C'est vraiment un gardien qui me frustre, je pense qu'il a des qualités. Parce que quand tu vois les arrêts qu'il fait, c'est pas possible de passer à travers comme ça. Après, sur pas des basiques, mais sur des arrêts qui sont beaucoup plus simples. Je pense qu'en fait, quand il a pas le temps de réfléchir, c'est là où il est le meilleur, Sirois. Et dès qu'il y a un peu de temps de réflexion, il a plus de mal. En attendant, ça change pas la situation de Montréal qui est assez critique. Et il y a une autre équipe pour ce qui c'est compliqué, c'est SKC qui recevait LAFC. Pete Vermes, en conférence d'après-match, a dit ils étaient meilleurs que nous à plusieurs reprises, et c'est vrai, hein, même ça se confirme dans les XG, à l'AFC 1,73, SKC 0,85. Un match à sens unique, j'ai vu le résumé, je me suis pas embêté à regarder le match. Poulskamp, par contre, a confirmé que c'était un bon gardien, il a encore été bon, il peut rien sur les buts. Et défensivement, cette équipe a du mal, parce qu'offensivement, on sent il y a quelque chose qui peut se passer, même s'ils ont peu d'occasions. Et derrière, c'est très compliqué. Et j'ai pas envie de m'attarder sur cette équipe, voilà, où si vous me connaissez mon désamour pour Pete Vermes, qui pour moi est un piètre coach et qui devrait être changé. En tout cas, LAFC, on a eu un banger, voilà, qui va se taper pour le but de la semaine avec Pasalic, c'est celui de David Martinez. Angle fermé, frappe premier poteau sous la barre dans la lucarne, incroyable. Et comme je vous l'avais dit vendredi, je voyais l'AFC s'imposer avec le clean sheet, et ils l'ont tenu, malgré des absents de taille. Et pour faire la suite par rapport à avant Sirois, Hugo Lloris, alors c'est un tout autre level, vous allez me dire. Justement, voilà ce qu'est un top gardien. Je crois qu'il a 2 arrêts à faire dans le match, il est fait, il est impeccable, il renvoie pas dans l'axe, il renvoie pas sur un adversaire, elle lui passe pas entre les mains. Voilà, il y a 2 arrêts à faire, il les fait. Et clairement, l'AFC n'a rien laissé en première mi-temps, et il y a eu l'ombre d'un penalty en deuxième mi-temps, ce que David Martinez avait provoqué, qui a été vite balayé. Donc voilà, cette équipe continue. Colorado qui recevait Portland. Alors j'ai juste vu le résumé. En tout cas, on a eu une première mi-temps assez équilibrée de ce que j'ai pu voir. Grosse réussite sur le premier but de Portland de David Pereira da Costa qui s'est dévié par un défenseur de Colorado dans son but. Portland a eu 1,87 de XG, Colorado, ils ont eu des occasions, mais comme le disait Cole Bassett en conférence d'après-match, il leur a manqué un peu de folie, un peu d'allant, et je l'ai trouvé aussi une équipe un peu apathique. En tout cas, Portland décroche son premier clean sheet à l'extérieur de la saison, une équipe qui, vu les profils, Anthony, Pereira da Costa, Santi Moreno,
Et Mora a fait très très mal en transition rapide, mais ça colle à leur profil de jeu. Ils ont dominé la deuxième mi-temps dans les occasions. Voilà, c'est une performance solide et une équipe qui reprend un peu de l'allant par rapport à un tout début de saison où c'était compliqué. Ils ont retrouvé aussi des joueurs et mine de rien, ça y fait pour cette équipe. Salt Lake qui s'est incliné 1-0 face à Dallas. Alors là, c'est un peu la surprise. Dallas qui était un peu en mode bouillie de jeu, mais bon, c'est 2,19 de XG pour Dallas, 0,89 pour Salt Lake, mais il y a quelque chose aussi qui joue dans ce match, c'est l'expulsion à la 10e minute de Piol sur un sale tacle, le pied en avant, et voilà, vous avez Salt Lake qui est réduit à 10 au bout de 20 minutes. Cabral a encore été très bon dans les buts puisqu'il a sorti en plus un penalty à Lucho Acosta. Il évite 1,6 buts hier, donc c'est quand même assez balèze. Et bon, Salt Lake qui a été à 10 n'a s'est pas mis grand chose sous la dent. Et c'est Dallas qui a été principalement dangereux avec un bon Lucho Acosta. Parce que mine de rien, il se fait arrêter son penalty. Mais ensuite, il marque le but de la victoire et pour ouvrir le score en fin de mi-temps. Tout est allé dans leur sens. Le rouge, le penalty, le but, c'est un peu un cafouillage où ça finit de la tête par Acosta. Donc voilà, ils ont été dominants, ils ont été meilleurs. Ils méritent leur victoire clairement sur l'ensemble du match. Donc ça va leur faire du bien, je pense, à Dallas de gagner ce match qui, mine de rien, est jamais facile à aller prendre à Salt Lake. On avait ensuite les matchs de la fin de nuit chez nous en France. C'était Seattle qui recevait Houston. Donc 0-0, un match à sens unique. Houston a eu 0,24 de XG et Seattle 1,14. Ben Olsen nous a sorti qu'il était super content de ses matchs, que voilà, défensivement ça avait fait le boulot. Gilligan et Maurer, les gardiens remplaçants de Tarbell, ont tenu la baraque. Franchement, les deux ont vraiment fait ce qu'il fallait. Ils ont fait le taf pour éviter à Seattle de passer devant. Du côté de Seattle, on a eu une grosse défense dont Yemark a sorti un match XXL très dominateur. Et puis malgré les absents devant, une équipe qui a eu beaucoup de situations, pas forcément d'occasions, mais de situations, mais qu'ils ont mal exploitées en se précipitant, qui a été un peu individualiste offensivement, c'est dommage, ils ont mal joué les coups, donc coup d'arrêt pour Seattle à domicile face à Houston, bon, qui garde le clean sheet, mais qui ne prend pas les 3 points. Et le dernier match qui se joue en même temps, c'était Vancouver qui recevait Chicago. On a appris, en plus de leur effectif décimé, à Ryan Go, les joueurs en sélection, que Blackmon était absent pour raison personnelle. Je me suis renseigné, apparemment, c'est qu'il aurait perdu son grand-père, donc il se serait rendu aux obsèques. Et le coach a déjà dit, Sorensen, qu'il serait de retour la semaine prochaine. Donc Vancouver 1,29 de XG et Chicago 2,25. Chicago confirme 3e victoire de suite à l'extérieur. Ils ont ouvert le score au bout d'une minute avec Kuipers qui continue mine de rien d'enfiler les buts. Zinkernagel, Bamba ont été très bons et font très très mal sur les transitions rapides. On a encore eu un Chris Brady très fort dans les buts et mine de rien, bah voilà, ça leur permet d'obtenir 3 victoires de suite à l'extérieur. Vancouver, bon bah ils étaient décimés. Takaoka a maintenu l'équipe à flot comme il a pu avec de beaux arrêts, mais on a vu en défense que voilà, c'est une équipe qui manquait un peu d'expérience et de ses cadres. Ils auraient pu être menés 2-0 au bout de 10 minutes. Takaoka a fait le taf, mais ils ont fini par craquer. Et ça peut s'entendre, mais c'est une grosse victoire de Chicago, mine de rien, qui a traversé tout le pays pour aller se rendre à Vancouver. Et donc Chicago qui s'impose 3-1 à Vancouver. Le dernier match de cette journée était un match entre Austin qui recevait San Diego. Austin s'est imposé sur le score de 2-1 avec 2,23 de XG et 1,10 pour San Diego. J'ai pas vraiment vu le match puisqu'il y avait le match de l'équipe de France en même temps. J'ai principalement vu les buts et le résumé. Clairement, Austin a vraiment surpris San Diego en première mi-temps avec quasiment 2 buts copiés-collés. Le premier, une balle entre les deux centraux qui ne doit quasiment jamais arriver où Brandon Vasquez va très bien finir, et une deuxième sur un coup franc partie base de leur terrain où pareil l'attaquant est envoyé en profondeur en plein milieu de la défense et ça fait but. 2 buts en 10 minutes identiques. Donc un match assez stérile quand même parce que je vois la deuxième mi-temps, il s'est pas passé grand chose. Austin me rassure toujours pas dans le jeu, mais cette équipe est très solide et mine de rien réalise le meilleur départ de son histoire avec 9 points en 5 matchs. C'est quand même une équipe très solide. Le but qu'ils encaissent, c'est quand même beaucoup de réussite sur la frappe de la Torre, elle est déviée pour tromper Brad Stuver. Je suis pas sûr que sinon ça fasse but. Brad Stuver sort un énorme arrêt en fin de match pour garder Austin devant. San Diego, mine de rien, voilà, c'est une équipe qui perd de justesse sur quand même des détails, un manque d'attention, et je pense que ça reste une équipe intéressante, mais en tout cas c'est Austin qui fait la belle opération et qui est une équipe toujours très solide dans cette MLS.
Pour terminer cet épisode, je voulais ajouter une petite rubrique, donc ça va être plutôt les bons points et les mauvais points, on va dire, de cette journée, vous faire un récapitulatif. Donc je vais commencer par les points négatifs. Je dirais que c'est Columbus et Seattle qui n'arrivent pas à trouver la faille sur cette journée, malgré une ultra domination quand même de ces deux équipes, et qui sont relativement solides pour des équipes à domicile. Mais on va ajouter quand même et relativiser, c'est que ces deux équipes manquent d'un numéro 9. Ils étaient un peu dépourvus devant. Alors Seattle, il y avait Jesus Ferreira, mais à un moment, le copain, il va falloir qu'il se réveille parce qu'il commence, moi, à me décevoir un petit peu. L'autre point négatif, ben, c'est les équipes canadiennes, un zéro pointé sur trois équipes. Donc Montréal s'est incliné, Toronto également, Vancouver subit sa première défaite de la saison avec une équipe quand même, je le disais, décimée face à une belle équipe de Chicago. Ensuite, c'est une équipe qui m'inquiète encore un peu dans le jeu, c'est Saint-Louis. Voilà, comme je l'ai dit dans le débrief, il n'y a pas grand-chose dans le fond de jeu. C'est une équipe, je trouve, frustrante par rapport à la qualité. Et enfin, pour terminer, c'est les lumières du côté de Nashville. Voilà, je trouve ça scandaleux d'avoir joué un match où les lumières s'éteignent, se rallument un peu n'importe comment. Franchement, ça fait pas professionnel. Pour parler des points positifs, c'est LAFC qui confirme sa solidité et que c'est une équipe redoutable, même quand ils n'ont pas Bouanga, même quand ils n'ont pas Giroud, c'est une équipe très solide avec des jeunes qui commencent à émerger. Le second poids, c'est Atlanta qui accroche un bon nul à Cincinnati en étant privé d'une majorité de ses joueurs cadres. Ensuite, c'est les DP qui ont brillé. Mukhtar, Evander, Yeboah, Lucho Acosta. Voilà, tout ce qu'on attendait des DP cette semaine, ils l'ont prouvé. L'autre point, c'est Charlotte. Jusqu'où iront-ils? On peut se poser la question. Aujourd'hui, Charlotte, pour moi, est injouable à domicile, imbattable. Et c'est une équipe qui va être très très dure à prendre, qui va aller en playoff sans nul doute et qui va faire très mal cette saison. C'est ensuite Portland qui va s'imposer à Colorado. Mine de rien, un clean sheet, une équipe de Portland qui monte en puissance, qui est très intéressante offensivement. Philadelphie est également intéressante et un point positif puisqu'ils se rattrapent à domicile avec pourtant pas mal d'absents, dont leur gardien et Gazdag, Baribo, des joueurs cadres. Et enfin, c'est Chicago qui fait un 3 in a row, un 3 à la suite de victoires à l'extérieur et c'est vraiment intéressant. Eh bien écoutez, c'est terminé pour le débrief de cette semaine. Encore merci à vous d'être si nombreux. Si l'épisode vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à le noter, à le commenter et également le commenter si ça ne vous a pas plu. Si vous voulez des améliorations, je suis dispo sur Twitter. N'hésitez pas à me contacter. Et puis bah écoutez, je vous invite à suivre mon compte toute la semaine sur Twitter où vous allez avoir les dernières informations. Et on se retrouve dès jeudi soir pour la présentation de la future journée. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de MLS Time.